Bonjour à tous, bienvenue donc sur ce sujet où je vais vous parler de SOAPS, un outil qui, j'espère, va vous permettre d'éviter de pousser vos secrets en clair dans vos dépôts Git. Je me présente rapidement et je vais laisser le temps pour ceux qui veulent de flasher le QR code si vous voulez participer au tirage au sort. Je m'appelle Sylvain Métayer, je suis tech lead à OnePoint à Bordeaux. Et au quotidien, je travaille beaucoup avec des conteneurs et des orchestrateurs de conteneurs, tels que Kubernetes par exemple, ce qui fait que je suis pas mal amené à interagir avec des secrets d'application, de bases de données, etc., ou autres. Et ça m'arrive de tomber sur le cas d'usage qu'on va prendre pour ce petit quart d'heure suivant, qui est de savoir où persister la valeur de mes secrets. Je pars de mon application ici où j'ai mon code, j'ai cette application qui communique avec une base de données. Lorsque je la déploie, comment est-ce que je passe les identifiants de base de données à mon application et surtout comment est-ce que je persiste ces valeurs-là si jamais je dois redéployer mon application. Si jamais vous avez un secret manager avec votre cloud provider, on peut s'appuyer dessus, c'est pratique. Si vous n'en avez pas, on peut éventuellement utiliser un Vault, ça va également être pratique pour ça. Mais si on a simplement un ou deux secrets et qu'on n'a pas tout ça à disposition et qu'on n'a pas forcément envie de maintenir un Vault en plus dans les briques applicatives, eh bien, comment est-ce qu'on fait pour éviter de laisser traîner dans un point env qu'on va copier-coller de poste en poste et persister la valeur des secrets? Et bien pour ça, on va pouvoir utiliser SOAPS, donc un outil, vous avez le lien vers le dépôt juste ici. Ça a été lancé par Mozilla en 2015, ça a été donné à la CNCF en 2023, donc actuellement c'est au statut sandbox. C'est un outil qui, contrairement pour le coup à un Vault ou à un Secret Manager, ne va pas nécessiter de serveur tiers. C'est un outil qui est autosuffisant, vous avez besoin du binaire et avec ce binaire-là, vous pouvez chiffrer vos données. Il va également supporter plusieurs types de fichiers, donc du YAML, du JSON, des fichiers ini, vos .env, et vous allez pouvoir chiffrer vos données sur plusieurs types de fichiers. Et il va également supporter plusieurs méthodes de chiffrement, on va le voir un petit peu après. Donc on va partir pour cette démo d'un fichier YAML, parce que c'est ce que j'utilise au quotidien, mais ça s'applique sur les autres formats que j'ai cités. On va donc avoir notre fichier avec une clé et la valeur, donc la clé password ici et la valeur. Et on va voir qu'est-ce que ça donne une fois qu'on a chiffré nos données avec SOAPS. On retrouve quelque chose comme ça, où du coup la clé est toujours en clair, mais la valeur, cette fois, est effectivement chiffrée, et on va retrouver plusieurs métadonnées dans une clé SOAPS, ici, qui du coup va contenir une liste de destinataires selon la méthode de chiffrement qu'on a utilisée. En l'occurrence, ici, j'ai utilisé age comme méthode de chiffrement, donc on voit que j'ai un destinataire qui est autorisé à lire et éditer le fichier. Et on retrouve également quelques métadonnées, telles que les dates de modification ou la version de SOAPS utilisée, par exemple. Je vous parlais du coup des méthodes de chiffrement. Donc pour ça, on va pouvoir s'appuyer soit sur des clés age que je vais prendre comme exemple, qui se veut un remplaçant de PGP et qui est proposé lorsqu'on utilise SOAPS. Mais si vous utilisez dans votre cloud provider du KMS ou du GCP KMS, ça va fonctionner de la même manière. On va pouvoir s'appuyer sur ces clés KMS pour chiffrer vos données. Et l'équivalent chez Azure également. Maintenant qu'on sait avec quoi on va chiffrer, on va vouloir s'intéresser à comment est-ce qu'on va pouvoir chiffrer ces données. Pour ça, eh bien, on va tout simplement, une fois qu'on a installé le binaire, utiliser la ligne de commande suivante, donc SOAPS en précisant la liste des destinataires, ici des clés publiques age, et le fichier dans lequel on souhaite chiffrer nos données. Ça va nous ouvrir un éditeur, on va renseigner nos données, à la fermeture, nos données sont chiffrées, et voilà. Parfois, on peut avoir des fichiers déjà existants, auquel cas, on va tout simplement garder la même ligne de commande et simplement préciser le petit i ici et le petit e pour encrypt et in place, pour dire qu'on souhaite chiffrer le fichier existant. Donc on part d'un fichier en clair et on va le chiffrer directement. Également, il peut y avoir un cas d'usage. Vous avez par exemple un fichier, vous allez avoir une liste d'utilisateurs avec nom, prénom, mail, mot de passe, adresse.
On n'a pas forcément envie que tout le contenu de ce fichier soit chiffré, on veut simplement chiffrer par exemple le mot de passe. Pour ça, on peut dire à SOAPS, ne chiffre que les clés qui contiennent la valeur mot de passe, qui ont comme clé mot de password. Et dans ce cas-là, les clés nom d'utilisateur, prénom, nom, etc. resteront en clair. Et maintenant, on a chiffré nos données. À un moment, il va falloir les déchiffrer pour les passer à notre application ou autre. Donc pour ça, on va avoir besoin d'avoir accès à la clé privée. Donc dans le cas de H, ça va être la clé privée H. Et sinon, vous allez avoir besoin d'avoir accès à la clé KMS, d'avoir les droits de déchiffrer les données avec cette clé KMS si vous êtes sur AWS ou un cloud provider. Dans le cas de H, ici, on va exporter la variable d'environnement vers le chemin de notre clé. Et on va utiliser soaps-d, donc pour decrypt, qui va du coup nous déchiffrer sur la sortie standard notre fichier. Pardon, excusez-moi. Pour la mise à jour, on va tout simplement utiliser soaps et notre fichier. Ça demande bien évidemment d'avoir accès à la clé privée et ça va nous ouvrir dans notre éditeur par défaut la variable editor, du coup, notre fichier et à la fermeture le sauvegarder. Souvent, ça va être Vim, cet éditeur par défaut, notamment pour ceux sous Mac et Linux. Si on veut autre chose que Vim, on a juste à surcharger la variable editor. Et petit tips, si vous utilisez VS Code, il faut bien préciser l'argument -wait, tout simplement parce que sinon votre VS Code va s'ouvrir et se refermer instantanément avant d'attendre la fermeture et la sauvegarde de votre fichier. Une autre fonctionnalité intéressante de SOAPS, ça va être de pouvoir exécuter un processus en passant les valeurs de vos secrets en variable d'environnement. Par exemple, vous exécutez un playbook Ansible et vous avez besoin de passer un mot de passe sudoer. Eh bien, vous allez avoir votre fichier de secret SOAPS et vous utilisez soaps exec-env et vous lancez votre playbook en précisant le mot de passe, par exemple sudoer dedans. Et ça sera disponible en variable d'environnement. Ici, j'ai accès à ma clé en variable d'environnement password. Et finalement, la dernière chose qu'on va vouloir faire, ça va être de gérer les destinataires, puisque dans votre équipe, vous allez forcément rarement être tout seul. Donc, il va y avoir des personnes qui vont arriver, qui vont partir de l'équipe, et il va falloir leur donner les droits à ce fichier pour pouvoir consulter et mettre à jour les secrets. Pour ça, on va avoir les options -add-age, rm-age, donc les équivalents selon que vous utilisez KMS, etc., pour ajouter et supprimer des destinataires, sauf que ça peut vite devenir rébarbatif si vous avez une équipe de 5-10 personnes, d'ajouter des lignes de commande à rallonge avec tout le monde. Donc SOAPS propose un fichier qu'on va placer souvent à la racine de son dépôt, qui va être au même niveau que votre gitignore, qui va contenir en fait des règles dans lesquelles vous allez indiquer pour ces fichiers-là, utilise ces clés publiques pour chiffrer les données. Ce pattern de fichier-là utilise telle autre clé. Dans cet exemple, les fichiers qui se terminent par dev.yaml, on va avoir 2 clés publiques qui pourront consulter les secrets. À l'inverse, pour les fichiers se terminant par prod.yaml, on aura une seule personne. SOAPS supporte également les documents YAML, et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va chiffrer individuellement chacun de vos documents YAML. Ça peut être pratique, notamment quand vous déployez avec Kubernetes, par exemple, plusieurs documents YAML pour déclarer plusieurs ressources. Eh bien, on a quelque chose comme ça, et on va vouloir chiffrer nos différents certificats, par exemple. Eh bien, ça va chiffrer individuellement chacun des certificats. On va se retrouver avec chacun des documents qui sera chiffré. Je vous propose une petite démo. Hop. Dans laquelle on va avoir Alice et Bob qui, du coup, travaillent sur un projet. Alice a accès aux secrets de production et de développement, Bob uniquement aux secrets de développement. Est-ce que c'est lisible pour tout le monde ou est-ce que je zoome un petit peu? Non, c'est OK. OK. J'étais pas très inspiré, donc j'ai pris le bon vieux Alice et Bob que tout le monde connaît. Et on va regarder qu'est-ce qu'il y a dans nos secrets. Donc on a des secrets de développement avec un nom d'utilisateur, un mot de passe. Jusque-là, rien de foufou. Et on va vouloir chiffrer ces données-là. Donc on va générer une clé privée pour Alice et pour Bob, et on va renseigner le soaps.yaml qui ressemble furieusement à ce que je vous ai présenté juste avant. Donc Bob peut accéder uniquement
au fichier de développement, au secret de développement. Par contre, Alice a bien accès au secret de développement et de production. Si maintenant on chiffre les données, donc on va chiffrer, on avait déjà notre fichier en clair, on va tout simplement chiffrer directement ces données-là dans le fichier. On voit qu'on n'a pas besoin de préciser de destinataire, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, avec le --, add age, etc. Puisque SOAPS a vu qu'on avait un fichier .soaps.yaml, il a lu les destinataires dedans. On fait la même chose pour les secrets de production, et maintenant on regarde notre fichier, et on va vouloir s'assurer d'une chose, c'est que Alice a bien le droit d'avoir accès au secret de production, mais que Bob n'y a pas accès. Donc on regarde notre secret de production, on voit que nos données sont bien chiffrées, qu'on a bien un seul destinataire ici, qui est du coup la clé publique d'Alice. Et petit bonus, les commentaires, vous l'avez vu mais c'est passé trop vite, sont également chiffrés par défaut. C'est-à-dire que si jamais vous avez des commentaires dans votre fichier YAML, eh bien ils seront chiffrés par défaut. Maintenant, on récupère la clé privée de Bob et on va tenter de déchiffrer les secrets de production, voir si ça fonctionne, ce qui devrait ne pas fonctionner. Donc on exporte la clé privée de Bob et on tente de déchiffrer les secrets de production. Le message de SOAPS est explicite, la clé de Bob n'est pas listée dans les destinataires du fichier de production, donc Bob ne peut pas avoir accès à ces secrets-là. On va valider que la clé d'Alice peut bien effectivement déchiffrer les données, donc jusque-là c'est normal, Alice a effectivement accès aux secrets de production qui sont bien mieux que ceux de développement. Maintenant, on est dans le cas où Bob, en fait, il fait une évolution pour son projet et il a besoin de mettre à jour le nom d'utilisateur ici sur les secrets de développement sur lesquels il a accès. Donc, il regarde le fichier, ici, secret.dev, il voit user admin. On m'a dit il faut mettre user super admin, pas de souci, je suis bien dans ma liste des destinataires. Maintenant, je vais simplement mettre à jour le nom d'utilisateur et comme ça sera disponible. Donc, il va remplacer directement admin par superadmin dans son fichier. Il commit, il part en week-end, et puis quelques jours après, il revient et il doit déchiffrer le secret pour se connecter à la plateforme. Et là, il a une erreur où on lui dit que le fichier n'est pas valide parce que l'intégrité du fichier est compromise. Donc là, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que Bob aurait dû faire ? Eh bien, en fait, on voit que à chaque fois qu'on va chiffrer nos données, SOAPS va également générer une MAC du fichier qui va en fait garantir que l'intégrité du fichier est garantie et que du coup le fichier n'a pas été modifié par un autre processus que SOAPS lorsqu'il a chiffré les données. Donc si jamais on modifie des valeurs sans passer par SOAPS, eh bien on ne pourra pas déchiffrer le contenu du fichier. On récupère le fichier d'avant et on voit ce que Bob aurait dû faire. Bob, du coup, en fait, aurait tout simplement dû, vu qu'il a accès au secret, utiliser la commande SOAPS et le nom de son fichier et éditer la valeur là. Et à la sauvegarde, cette fois, on voit bien que, du coup, il va pouvoir déchiffrer les données et surtout qu'on a un diff non seulement sur le nom d'utilisateur, mais également sur l'intégrité et la date de dernière modification. Ici, on voit que le fichier a effectivement été modifié par SOAPS, et du coup, on pourra déchiffrer les données après. Si maintenant on déchiffre les données, on voit que le fichier est bien valide. Hop, je repasse juste ici. Et je vais accélérer parce que je ne suis pas très en avance. Une chose que vous avez pu remarquer, c'est que ce n'est pas très lisible maintenant, vos diffs. Avant, vous aviez vos secrets en clair, donc c'était facile à faire le diff. Là, par contre, maintenant, vous avez ça, et c'est plutôt compliqué de savoir ce qui s'est passé. Pour ça, on va pouvoir s'appuyer sur les filtres Git en disant, lorsque je fais un git diff, n'utilise pas le diff texte, mais utilise tout simplement soaps-d. Donc, on va dire dans notre git attributes, fait un diff pour les fichiers, ce fichier-là utilise le diff par rapport au fil que j'ai déclaré, ce qui fait que lorsque je ferai un git diff en local, ne faites pas ça dans votre CI/CD, ça compromet tout l'intérêt de SOAPS, je pourrai voir la diff et m'assurer que c'est bien le bon mot de passe. Et en conclusion, maintenant on a le
les fichiers suivants. On a nos secrets qui sont directement avec notre code, avec un fichier sops.yaml. Et lorsqu'on va déployer, on va pouvoir s'appuyer sur des petites briques intermédiaires lorsqu'on fait notre déploiement. Ces petites briques, ça peut être un provider Terraform, un module Ansible qui va déchiffrer les données lors de votre déploiement pour passer la valeur du secret à votre application. Vous allez pouvoir utiliser Argo CD pour stocker vos secrets et il va les déchiffrer à la volée pour les injecter dans vos applications. La même chose avec Kustomize ou FluxCD, et il y a également beaucoup d'autres intégrations. Je vous invite à aller voir la documentation qui est assez complète. Je vous remercie pour votre attention. Vous avez les slides juste à gauche. Si vous pouvez faire des feedbacks, c'est sur la droite, ça sera très apprécié. Et je suis disponible sur le stand toute la journée si vous avez des questions ou autres, parce que j'ai plus de temps. Merci beaucoup.